Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 3 mars. Les attaques menées par les États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran s'intensifient, visant notamment la capitale, Téhéran. Les bilans des victimes grimpent à 787 morts depuis samedi. Téhéran exhorte les pays de la région à exercer des pressions sur les États-Unis en raison des frappes menées par ces derniers contre l'Iran au moment où Washington tente de les justifier. Le conflit au Moyen-Orient affole tous les compteurs et se répercute directement sur les cours du gaz et du pétrole dont les prix continuent de s'envoler. Et puis le Liban, victime de nouvelles attaques de l'entité sioniste ayant fait en 48 heures au moins 40 morts et de nombreux blessés dans diverses régions. Bonsoir à tous. Les attaques lancées par les États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran se poursuivent pour le 4e jour consécutif, avec notamment d'intenses frappes sur la capitale Téhéran, mais aussi à proximité de sites sensibles, à l'instar du complexe nucléaire de la province d'Ispahan, tandis que l'armée iranienne a annoncé la mort de 13 soldats lors d'une attaque israélienne contre une base militaire dans la province de Kerman, au sud de l'Iran. Et le bilan des victimes des attaques contre l'Iran a encore grimpé. Selon le Croissant Rouge iranien, 787 Iraniens ont été tués dans des frappes ayant touché 131 villes à travers tout le pays. L'attaque la plus violente a visé la ville de Minab dans le sud de l'Iran. Et dès les premières heures des attaques américano-sionistes, les Iraniens ont vécu une véritable tragédie. Des missiles se sont abattus sur une école primaire de filles, entraînant la mort de 168 élèves et d'environ 16 enseignants. Téhéran a dénoncé un crime de guerre. Iman Merad. On international humanitarian law and what it says. Israel, including in Beirut, we urge both. L'émotion est immense suite au bombardement d'une école dans la ville de Minab, dans le sud de l'Iran. L'établissement qui accueillait principalement de jeunes élèves a été ciblé en pleine journée par les frappes de l'entité sioniste, engendrant une hécatombe. Selon les autorités iraniennes, au moins 165 personnes ont été tuées, en grande majorité des enfants âgés de 7 à 12 ans. Près d'une centaine de blessés ont été également recensés, un bilan sujet à évolution, alors que les opérations de secours se poursuivent dans les décombres. Des funérailles collectives ont été organisées ce matin. Des milliers de personnes ont accompagné les cercueils blancs alignés dans les rues. Dans une atmosphère mêlant recueillement, colère et incompréhension, des familles en pleurs, des enseignants sous le choc et une population qui réclame justice. Ce serait un acte de guerre. Toute action de ce type contre l'Iran sera considérée comme une complicité avec les agresseurs. Elle sera perçue comme un acte de guerre contre l'Iran. Utiliser le terme défense comme synonyme d'attaque n'a aucun sens. Veulent-ils priver l'Iran de sa capacité et de ses moyens de répondre aux agresseurs? Il serait regrettable que ces pays prennent ainsi parti. Les agresseurs ont déjà fait assez contre l'Iran. Sur la scène internationale, les réactions se multiplient. L'Organisation des Nations Unies appelle à une enquête indépendante et rappelle que les établissements scolaires sont protégés par le droit international humanitaire. Plusieurs pays ont exprimé leur vive préoccupation et condamné une attaque contre des civils. Un drame qui relance, une fois encore, la question de la protection des populations civiles et en particulier des enfants, alors que l'entité sioniste multiplie les violations au milieu d'une impunité totale qui ne peut plus durer.
Et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exhorté ce mardi les forces à l'origine de l'attaque contre l'école de filles en Iran à enquêter et à partager leurs informations sur ce carnage sans les nommer. En Iran, le Croissant Rouge iranien fait état de 787 morts. Lors de l'attaque la plus meurtrière et dévastatrice, des dizaines de fillettes auraient été tuées ou blessées lorsque leur école primaire de Minable dans le sud du pays a été frappée en pleine journée scolaire. Le haut-commissaire demande une enquête rapide, impartiale et approfondie sur les circonstances de cette attaque. Il incombe aux forces qui l'ont perpétrée d'enquêter. Nous les exhortons à rendre publiquement les conclusions de leur enquête et à garantir que les responsables rendent des comptes et que les victimes soient indemnisées. Et ce matin, le corps des gardiens de la révolution iranienne a annoncé que ses forces navales avaient lancé 4 missiles de croisière en direction du porte-avions américain Abraham Lincoln, précisant que le porte-avions se trouvait à une distance d'environ 250 à 300 km au large des côtes iraniennes, près de l'estuaire de Chabahar, en affirmant que le bâtiment s'était retiré vers le sud-est dans l'océan Indien après le lancement de missiles en question. Par ailleurs, le corps des gardiens de la révolution iranienne a annoncé que 40 soldats américains avaient été tués et 70 autres blessés à la suite d'une attaque de drone ciblant un rassemblement de troupes dans la ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis, précisant que le site visé abritait plus de 160 membres de la marine américaine de la US Navy. Et le ministre iranien des Affaires étrangères, je vous le disais en titre, a affirmé que l'Iran subissait une attaque qu'il a qualifiée de brutale, menée par des forces hostiles sous de faux prétextes, décrivant l'offensive en cours comme s'apparentant à un génocide contre l'Iran et son peuple. Le ministère iranien des Affaires étrangères a aussi souligné que l'Iran n'avait plus d'autre choix que la résistance pour faire face à cette escalade militaire. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que les pays de la région devaient exercer des pressions sur les États-Unis en raison des frappes menées par ces derniers contre l'Iran. Dans des déclarations diffusées par la télévision officielle iranienne, Araghchi a précisé que Téhéran n'était pas en état de guerre avec les pays de la région. Nous ne cherchons pas à régionaliser la guerre. Elle deviendra régionale simplement parce que les bases et les installations américaines sont disséminées dans toute notre région. Lorsque les États-Unis nous attaquent, que ce soit par des avions de chasse ou par les navires qu'ils déploient, ils ont accès à notre territoire pour frapper avec toutes sortes de missiles et d'appareils. Nous ne pouvons pas atteindre leur territoire, mais nous pouvons atteindre leur base. Je pense que ces bases sont des cibles légitimes, mais aujourd'hui, la situation est différente. Nous ne sommes plus confrontés à nos pays voisins, nous sommes confrontés aux forces américaines stationnées dans des bases sur le territoire de ces pays. Nous avons également affaire aux Américains qui nous attaquent jour et nuit par tous les moyens, et aux Israéliens, bien entendu. Et c'est les bases américaines dans la région évacuent leurs soldats pour les déplacer, par exemple dans des hôtels. Cela devient naturellement un problème en soi. Nous nous défendrons par tous les moyens, nous défendrons notre peuple. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a justifié les attaques américaines, soulignant que les frappes planifiées par l'entité sioniste contre l'Iran ainsi que la riposte attendue de Téhéran contre les forces américaines avaient poussé Washington à lancer ses propres frappes contre Téhéran au début du week-end, considérant l'Iran comme étant une menace, je cite, imminente et directe pour les États-Unis et l'entité sioniste.
There's two reasons why now. The first is it was abundantly clear. L'évaluation qui a été faite est que si nous étions restés sans rien faire en attendant que cette attaque survienne, avant de les frapper, nous aurions subi des pertes bien plus importantes. C'est ainsi que le président a pris une décision extrêmement sage. Nous savions qu'il y aurait une action israélienne et nous savions que cela précipiterait une attaque contre les forces américaines. Nous savions également que si nous ne les ciblons pas de manière proactive, avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirons des pertes humaines plus lourdes et peut-être même un plus grand nombre de morts. Après quoi, nous serions tous ici en train de répondre à des questions sur les raisons pour lesquelles nous étions au courant sans avoir agi. Les États-Unis qui ont annoncé ce mardi la fermeture de plusieurs de leurs ambassades dans divers pays arabes jusqu'à nouvel ordre en raison des tensions régionales et militaires persistantes dans la région depuis samedi dernier. L'ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite a confirmé dans une publication sur X la fermeture de ses portes et l'annulation de tous les rendez-vous, qu'ils soient de routine ou d'urgence, jusqu'à nouvel ordre. Un avis de confinement a également été activé à Jeddah, Riyad et Dahran, appelant les citoyens américains résidant à Riyad à rester chez eux. Par ailleurs, un site nucléaire iranien a été touché après des bombardements américano-israéliens sans graves conséquences à ce stade. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé ce mardi sur X des dégâts récents au bâtiment d'entrée de l'usine souterraine d'enrichissement de combustible de Natanz dans le centre de l'Iran. Le même site avait été gravement endommagé lors de l'agression de juin dernier. Le conflit au Moyen-Orient se répercute directement sur les cours du gaz et du pétrole, dont les prix continuent de s'envoler. Les marchés craignent que la guerre ne dure plus longtemps qu'initialement anticipé, ce qui causerait d'importantes perturbations d'approvisionnement avec le détroit d'Ormuz impraticable désormais et des infrastructures énergétiques affectées. Conséquence, le prix du baril de Brent de la mer du Nord a dépassé brièvement ce mardi les $85, son niveau le plus élevé depuis juin 2024. Neila Hamouda. L'onde de choc est immédiate. Depuis le déclenchement des frappes conjointes des États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran, les marchés mondiaux retiennent leur souffle. Ce scénario redouté depuis des décennies par les stratèges est devenu une réalité brutale en l'espace de 48 heures. Le cœur énergétique de la planète est la cible directe de missiles. Les infrastructures vitales tombent les unes après les autres. Le géant saoudi Aramco a dû suspendre les opérations de la raffinerie de Ras Tanura suite à une attaque de drone. Le scénario est identique au Qatar, où les terminaux de gaz naturel liquéfié de Ras Laffan sont à l'arrêt complet après des frappes similaires. Face à ce chaos, une décision est tombée de Vienne hier. L'OPEP+ a annoncé une augmentation de sa production de 200 000 barils par jour, un geste politique fort piloté par Riyad et Moscou pour tenter d'éteindre l'incendie des prix. Mais sur le terrain, cette annonce semble dérisoire face à la réalité physique du blocage. En quelques heures, le baril de Brent a bondi de 11%, franchissant le seuil des $85, un niveau inédit depuis 2024. Au cœur de l'angoisse, le détroit d'Ormuz, désormais bloqué de facto. Par ce goulet stratégique transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale, soit 20 millions de barils de brut immobilisés chaque jour. Mais le pétrole n'est pas le seul otage de ce conflit. Le marché de gaz est en ébullition. La suspension des exportations qataries menace de propulser les prix européens vers leur record historique de 2022. Ce blocus gèle non seulement 115 milliards de mètres cubes de GNL, mais paralyse également le transit d'un tiers des engrais mondiaux, menaçant par extension la sécurité alimentaire globale.
Pour les analystes, le facteur temps est désormais la seule variable critique. Si le conflit s'enlise au-delà de 10 jours, l'économie mondiale basculera d'un simple choc de volatilité à une crise d'approvisionnement structurelle. Pour le consommateur final, l'impact sera immédiat, à la pompe et sur les factures de chauffage, particulièrement en Europe et en Asie. En l'espace de 4 jours, l'énergie est redevenue l'arme géopolitique la plus redoutable et la plus imprévisible du XXIe siècle. La Russie à présent a appelé à une cessation immédiate des hostilités de toutes les parties au Moyen-Orient. C'est ce qu'a averti le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il a averti notamment qu'une guerre contre l'Iran pourrait déclencher une course aux armements nucléaires. Cet événement, cette guerre lancée contre l'Iran peut inciter non seulement l'Iran mais aussi ses voisins arabes à se doter de l'arme nucléaire. C'est pourquoi la situation est paradoxale. Le noble objectif déclaré de déclencher une guerre pour empêcher la prolifération des armes nucléaires pourrait engendrer exactement l'effet inverse. Le risque que le problème de la prolifération nucléaire devienne incontrôlable s'accroît. En Europe, ce sujet est débattu ouvertement et avec véhémence. On observe également des tendances inquiétantes en Asie du Nord-Est où les États-Unis et la Corée du Sud mènent des exercices militaires intégrant des éléments nucléaires. Par ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué que Moscou n'avait constaté aucune preuve que l'Iran développait des armes nucléaires. La guerre elle-même, nous entendons régulièrement des déclarations concernant les objectifs de cette guerre. Nous ne voyons toujours aucune preuve que l'Iran développait des armes nucléaires, ce qui était la principale, sinon la seule justification de la guerre. L'Agence internationale de l'énergie atomique et les services de renseignement américains ont apporté la preuve que l'Iran n'a pas fabriqué et n'a pas tenté de fabriquer d'armes nucléaires. Et la Belgique a affirmé que les attaques américano-sionistes contre l'Iran constituaient une violation du droit international. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a souligné que Bruxelles avait toujours été et resterait un fervent défenseur des principes du droit international. Le Liban, à présent, a encore une fois été entraîné dans le conflit avec l'entité sioniste qui a mené de nouvelles frappes ce mardi visant notamment la banlieue sud de Beyrouth sans avoir été précédé d'avis d'évacuation. Selon l'agence nationale d'information, ANI, la série de violentes frappes a fait d'importants dégâts dans les bâtiments. Des images ont montré d'épais panaches de fumée visibles au-dessus des secteurs visés. Et 40 Libanais sont tombés en martyrs et de nombreux autres ont été blessés suite aux agressions sionistes continues qui frappent diverses régions du Liban depuis hier. Le ministère libanais des Affaires de la Santé a confirmé dans un communiqué publié ce mardi que plus de 40 Libanais, majoritairement des femmes et des enfants, avaient été tués. On dénombre également plus de 246 blessés à la suite des raids de l'occupation israélienne ayant ciblé plusieurs villes et villages du pays. Le ministère libanais a ajouté que plusieurs hôpitaux privés seront mis à contribution aux côtés des hôpitaux publics pour faire face aux situations d'urgence dans les jours à venir. Et au Liban également, d'importants déplacements de population sont déjà signalés dans le pays, notamment la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth, suite aux alertes d'évacuation lancées par l'entité sioniste aux habitants de plus de 53 villages et aux frappes aériennes intenses menées dans ces trois régions hier. Selon certaines estimations, près de 30 000 personnes ont été accueillies et enregistrées dans des abris collectifs
collectif. Beaucoup d'autres ont dormi dans leur voiture, en bord de route ou étaient encore bloqués dans les embouteillages fuyant le sud vers Beyrouth. De son côté, le président libanais Joseph Aoun a assuré ce mardi que la décision d'interdire les activités militaires du Hezbollah était irrévocable, alors que le mouvement libanais a revendiqué de nouvelles ripostes contre l'entité sioniste. Le chef de l'État a aussi demandé aux représentants du quintet France, États-Unis, Qatar, Arabie Saoudite et Égypte de faire pression sur l'entité sioniste pour qu'il cesse ses agressions contre le Liban. En Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce mardi une réunion du Haut Conseil de sécurité. Dans l'actualité en Algérie également, l'Agence de la sécurité des systèmes d'information du ministère de la Défense nationale a dévoilé ce mardi à Alger le contenu de la première édition de la stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information pour la période 2025-2029, approuvée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. À cette occasion, le directeur général de l'agence, le général Abdeslam Belroul, a souligné que cette stratégie avait été élaborée conformément à des principes directeurs relatifs notamment au renforcement de la souveraineté numérique. Allez, parlons sport pour terminer, un secteur qui subit de plein fouet les foyers de tension à travers le monde. Athlètes morts dans des bombardements ou sanctionnés, championnats interrompus ou encore fédérations sanctionnées. Le monde du sport a connu des jours meilleurs. Faisal Salah. Sous les yeux de la population de la planète, un nouveau monde se dessine. Et comme toujours, après chaque guerre, après chaque conflit, chaque missile, chaque mort, une arme fatale. Des âmes disparaissent, des larmes tombent, des cœurs se brisent, des monuments se démolissent. Et évidemment, le sport n'a jamais été épargné. Et l'impact est grand. L'espoir fait vivre, mais le chemin est encore loin. Chacun se manifeste disant vrai. Mais comme l'a dit Einstein, la réalité n'est qu'une illusion, bien que très persistante. Les prix de paix restent des prix conservés dans des armoires, car la paix reste un mot dont on trouve la définition dans le dictionnaire et qui a l'air plus d'une illusion qu'autre chose. À moins de 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde co-organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, certains voient encore la lumière. C'est l'occasion pour le monde entier de se réunir, ce qui reste probablement le fait le plus important. En cette période particulière, nous avons besoin d'événements, d'occasions de réunir le monde. Et cette Coupe du Monde va vraiment unir le monde autour d'une émotion, d'une passion, du football. Retour à ce qui est proche de la réalité. La Coupe du Monde se rapproche plus du deuil, avec davantage d'optimisme pour la réconciliation. La Fédération palestinienne de football a publié lundi 2 mars, au même moment que le compte à rebours des 100 jours de la Coupe du Monde, qu'entre octobre 2023 et février 2026, le nombre total des martyrs parmi les fédérations, les clubs, les organisations de jeunesse et de scouts s'élève à 1007, dont 565 affiliés à la Fédération palestinienne de football. Le conflit russo-ukrainien a impacté la vie sportive des deux côtés. Des athlètes russes bannis, des fédérations sanctionnées, une activité sportive restreinte. Pour le cas de l'entité sioniste, on a assisté aux 2 poids 2 mesures. Une entité jamais punie, ni bannie, malgré le génocide causé à Gaza et les crimes contre l'humanité. La guerre des 12 jours contre l'Iran, c'était un prélude à ce qui allait suivre. En juin dernier, Mehdi Talimé a été bloqué à cause des bombardements de l'entité sioniste.
Aujourd'hui, le Moyen-Orient est en train de vivre un enfer depuis samedi, mené par l'entité sioniste qui ne cesse de plonger toute la région dans des conflits sans fin avec l'intervention des États-Unis. Conséquence, des matchs ont été reportés ou délocalisés, des sportifs bloqués, des frappes américaines et sionistes, une riposte iranienne qui a visé l'entité sioniste, mais aussi différents sites américains de la région. Pour la Coupe du Monde 2026, l'Iran jouera l'ensemble de ses rencontres de la phase de groupe aux États-Unis. Ce qui ouvre la parenthèse d'un boycott, d'un retrait et même d'une délocalisation des matchs. La FIFA d'Infantino est devant un challenge, organiser une Coupe du Monde en plein conflit mondial et national. Les États-Unis avec leurs problèmes d'immigration, le Mexique avec les problèmes liés à la riposte du cartel Nouvelle Génération après l'élimination du chef El Moncho, le Canada reste à l'abri des conflits, le temps presse et la Coupe du Monde approche, la sécurité et la stabilité sont indispensables. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.